Qu'est-ce qui vous a poussé à faire 20 tests de grossesse? À 22 ans, j'étais une fière vierge à l'université. Alors, quand la fatigue et les nausées m'ont frappée en pleine semaine d'examens finaux, j'ai pensé que c'était juste trop de café et de Panda Express. 8 semaines de grossesse, a dit la technicienne, en me montrant le battement de cœur à l'écran. J'ai ri, expliquant qu'il devait en s'être trompé, mais le visage du médecin est passé de l'expression de routine à l'alarme en commandant des tests immédiats. Chaque test est revenu normal. Mes taux d'hormones, ma thyroïde, tout était parfaitement conforme à ceux d'une femme enceinte. Ma mère m'a accusée de mentir quand je lui ai dit. En fait, elle a dit « Dis-nous juste qui est le père », de cette voix déçue qu'elle avait quand j'avais 16 ans et que j'avais menti sur une fête. Mon père est resté silencieux et mon petit ami Patty est passé du soutien à la suspicion quand je n'ai pas pu expliquer comment cela était arrivé. J'ai commencé à m'enregistrer pendant mon sommeil, convaincue que je faisais quelque chose dont je ne me souvenais pas. Mais je ne trouvais rien. La police a ouvert une enquête après que je les ai suppliés de me faire un kit de viol. Mais la toxicologie est revenue vierge. Je me souviens avoir été presque déçue. Ils ont fait un test ADN sur le fœtus, mais le laboratoire l'a qualifié de corrompu, puis de non concluant, et a finalement admis qu'il n'avait jamais vu de tels résultats. Il ne pouvait même pas confirmer qu'il s'agissait d'ADN entièrement humain. Mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber mon téléphone. J'ai commencé à tenir un journal, documentant tout, convaincue qu'un jour je verrais une lampe me regarder fixement. Mais les entrées étaient incohérentes. Ma mère a commencé à laisser traîner des brochures de conseils parentaux sur l'honnêteté autour de mon appartement, comme des mines terrestres passives agressives. Pendant ce temps, les questions de Patty sont devenues plus accusatrices, me demandant si j'avais peut-être oublié quelqu'un d'autre ou si je m'étais évanouie à une fête à laquelle je n'avais jamais assisté avec de l'alcool que je n'avais jamais bu. Je l'ai laissé sentir mon souffle chaque matin pendant 1 semaine. Je lui ai même donné tous mes mots de passe. Mais le doute dans ses yeux était en train d'empoisonner tout. La nouvelle s'est répandue rapidement, et cette même semaine, mon employeur a suggéré que je prenne un congé sans solde, car les clients se sentaient mal à l'aise. Me laissant sans revenu et avec des factures médicales croissantes, je pleurais avec mon petit ami au café du coin quand un homme au hasard s'est approché de notre table. « Je suis le père de ton enfant », a-t-il récité. Avant que je puisse répondre, il a continué. « Tu te souviens qu'on a couché ensemble à la soirée de ce type à un moment donné cette année? Tu portais cette tenue que tu as dit que tu adorais, et on a parlé de Netflix. » La chaise de Patty a grincé si fort sur le sol que tout le monde s'est retourné. Il a crié que j'étais une menteuse ou une folle avant de partir. Je n'avais jamais vu cet homme de ma vie. L'étranger a essayé de me suivre chez moi, tenant son téléphone, essayant de me faire agir comme si je le connaissais pour la caméra. Alors j'ai crié. Cet homme essaie de me toucher les fesses, jusqu'à ce qu'il s'enfuit finalement. Mais le mal était déjà fait. Le matin, mon père avait cessé de répondre à mes appels, et les services sociaux ont ouvert une enquête sur mon aptitude à être mère, interrogeant les voisins sur mon état mental. Les notes de l'assistante sociale, que j'ai aperçues quand elle a déplacé son presse-papier, utilisèrent des mots comme « délirante » et « danger potentiel pour l'enfant ». Des généticiens de Johns Hopkins sont venus en avion, effectuant des tests qui n'avaient jamais été faits sur un être humain auparavant. Même ma mère a abandonné après avoir vu des manifestants avec des pancartes devant sa maison. Mise à jour sur la grossesse mise à jour, enceinte de 7 mois, je vis de mes économies. J'ai dû choisir entre garder un bébé qui a détruit ma vie, le donner en adoption à des étrangers, ou l'interruption, ce qui me semblait mal d'une certaine manière. Les résultats ADN ont fuité, montrant des anomalies incompatibles avec la reproduction humaine standard, ce qui n'a fait qu'alimenter davantage de théories du complot. Et, malheureusement, quand j'ai donné naissance au bébé, elle avait l'air complètement normale. 10 doigts aux mains, 10 aux pieds, un cri sain. D'une certaine manière, tout a empiré parce qu'il n'y avait toujours pas d'explication. J'ai étudié son visage pendant des heures, cherchant quelque chose d'étranger, quelque chose qui expliquerait tout. Mais elle avait juste l'air d'être mon bébé. Mon père est arrivé à l'hôpital 2 heures plus tard, se tenant à la porte avec un ours en peluche, évitant le contact visuel. « Elle mérite une famille », a-t-il dit, ce qui m'a fait sourire. Il a emménagé dans mon studio, a dormi sur le canapé et m'a aidé avec les tétés de nuit, tout en ne posant jamais de questions sur le père. Nous avons développé une routine. Il tenait le bébé pendant que je prenais ma douche, je cuisinais pendant qu'il faisait la lessive. Nous avons tous les deux évité la question qui a détruit ma vie entière.
À 6 semaines postpartum, je classais les factures médicales quand je l'ai trouvé en train de regarder le bébé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Quand je lui ai demandé ce qui se passait, il a dit « Elle a les yeux de ton grand-père ». Ce qui semblait innocent, sauf que mon grand-père est mort avant ma naissance et que je n'avais jamais vu de photo. Il s'est corrigé immédiatement, mais quelque chose dans sa voix m'a donné la chair de poule. Le secret de mon père. Le lendemain matin, je me suis réveillée et je l'ai trouvé au téléphone en train de chuchoter. Je t'ai dit de ne jamais me contacter, avant de raccrocher quand il m'a vue. Mon cœur a coulé. Je suis allée directement vers l'endroit où mon père se tenait près du comptoir de la cuisine, tenant toujours son téléphone. C'était qui? Ma voix est sortie en tremblant, mais je me suis forcée à continuer. Et qu'est-ce que tu voulais dire à propos des yeux de grand-père? Il a posé le téléphone avec trop de précaution et a soulevé le bébé de son transat. Tu as mal entendu, chérie. Ses mains tremblaient pendant qu'il ajustait sa couverture. J'ai dit qu'elle avait les yeux de ta mère. J'ai agrippé le comptoir pour me tenir debout. Non, papa, tu as dit grand-père. Il ne me regardait pas et continuait de bercer le bébé, même si elle ne pleurait pas. Tu es fatiguée et stressée. Tu devrais peut-être te reposer. La façon dont il évitait mes yeux m'a donné la nausée. Arrête de me mentir. Ma voix est devenue plus forte et le bébé a commencé à se plaindre. Qui continue de t'appeler? Il m'a finalement regardée et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant. De la peur, de la vraie peur. Quelqu'un a appelé à propos de la grossesse. Ces mots sont sortis précipitamment. Ils disent qu'ils savent quelque chose, mais je ne sais pas qui ils sont. Le bébé a commencé à pleurer plus fort et il l'a changé de bras. Je ne voulais pas t'inquiéter avec des fous, mais la façon dont ses yeux s'écartaient me disait qu'il mentait encore. Quelque chose en moi s'est brisé. Tu as une chance, papa. Mes mains tremblaient aussi maintenant. Dis-moi tout, ou tu dois partir. Les mots m'ont fait mal en sortant parce que j'avais tellement besoin de son aide. Il s'est effondré sur le canapé, tenant toujours le bébé. S'il te plaît, ne me fais pas partir. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Je ne peux pas encore tout te dire, mais je te jure que j'essaie de vous protéger toutes les deux. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Il y a des choses sur notre famille que tu ne sais pas. Il a essuyé son visage avec sa main libre. Des choses dont j'ai promis de ne jamais parler. J'ai voulu crier, mais le bébé était déjà assez contrarié. Quelle chose? Il a juste secoué la tête et a serré le bébé plus fort. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir du tout. Mon père a pris son tour habituel avec le bébé vers 2 heures du matin. J'ai fait semblant de dormir, mais je l'ai observé à travers des yeux à peine ouverts. Il lui a chuchoté pendant qu'il la changeait, mais je n'ai pas pu distinguer les mots. Chaque petit son qu'il faisait me demander ce qu'il cachait, ce qu'il pouvait savoir sur la façon dont elle était venue au monde. Quand il s'est assis dans le fauteuil à bascule pour la nourrir, il continuait de me regarder comme s'il vérifiait si j'étais vraiment endormie. Le biberon faisait de doux bruits de succion dans le noir. Il fredonnait quelque chose qui ressemblait à une berceuse que je n'avais jamais entendue auparavant. À un moment donné, il a chuchoté quelque chose qui ressemblait à « Maintenant tu es en sécurité ». Mais je ne pouvais pas en être sûre. Mon esprit a parcouru toutes les possibilités, mais rien n'avait de sens. Comment mon père pouvait-il savoir quelque chose sur ma grossesse impossible? Révélation et doute. Finalement, le matin est arrivé et j'ai attendu qu'il aille prendre sa douche avant de prendre mon téléphone. J'ai trouvé le numéro de Brody Hensley que la clinique m'avait donné il y a des mois. Mes mains tremblaient en composant. Aide juridique, Brody à l'appareil. Sa voix était professionnelle, mais gentille. Je lui ai expliqué qui j'étais et que j'avais besoin d'aide pour des problèmes de garde. Mon père agit bizarrement et je crains qu'il ne soit une menace. Le dire à haute voix m'a rendu malade. Pouvez-vous venir cet après-midi? J'ai accepté et j'ai raccroché juste au moment où mon père sortait de la salle de bain. Il avait l'air épuisé et a évité mes yeux pendant qu'il s'habillait. Le bébé a commencé à pleurer et nous l'avons tous les deux attrapé en même temps. Nos mains se sont touchées et il s'est retiré comme s'il avait été brûlé. Je vais préparer le petit déjeuner, a-t-il murmuré, et il est parti à la cuisine. Le trajet jusqu'au bureau de Brody m'a semblé trop long, même si ce n'était que 20 minutes. Son bureau était petit mais organisé avec des livres de droit qui couvraient chaque mur. Il a parcouru mon épais dossier pendant que j'étais assise en sueur. Vous devez tout documenter. Il a levé les yeux des papiers. Chaque conversation étrange, chaque appel téléphonique suspect.
Il s'est penché sur sa chaise. Les services sociaux surveillent toujours votre dossier de près. Mon estomac s'est retourné à cette pensée. Toute instabilité pourrait nuire à votre situation de garde. Il m'a tendu un carnet. Notez les dates, les heures, les mots exacts si vous vous en souvenez. J'ai acquiescé et j'ai pris le carnet avec des mains tremblantes. Enregistrez les conversations si votre état autorise le consentement d'une seule partie. Il a sorti son téléphone et m'a montré une application. Celle-ci est fiable et se sauvegarde automatiquement sur le cloud. La culpabilité m'a frappée immédiatement, mais je l'ai quand même téléchargée. Je déteste espionner mon propre père. L'expression de Brody s'est adoucie. Vous protégez votre fille. De retour à la maison, j'ai configuré l'application pendant que mon père faisait la lessive. Chaque conversation que nous avons eue ensuite a semblé fausse. Je commençais à enregistrer avant de lui poser la moindre question. 3 jours se sont écoulés sans rien d'utile enregistré. Puis, pendant qu'il changeait la couche du bébé, mon père l'a encore dit. Elle a vraiment le nez de ton grand-père aussi. J'étais en train de plier des grenouillères à proximité et je me suis figée. Papa, je n'ai jamais vu de photo de grand-père. Ma voix est sortie froide. Tu sais que... Il est devenu pâle et s'est emmêlé avec les attaches de la couche. Il y a de vieux albums quelque part. Il ne me regardait pas dans les yeux. Des photos de famille d'avant, mais nous savions tous les deux que c'était impossible. Le lendemain matin, mon père est allé à l'épicerie et j'ai cherché partout. Sous son lit de fortune sur le canapé, dans sa seule valise. J'ai même fouillé le meuble de la salle de bain. Rien sur mon grand-père nulle part. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé son nom sur Google. Le seul résultat était une nécrologie d'il y a 32 ans. Pas de photos, juste des dates et une ligne sur le fait qu'il laissait derrière lui sa famille. Quand mon père est revenu avec les sacs de course, j'avais la nécrologie sur l'écran de mon téléphone. Où sont ces photos, papa? Je lui ai montré l'écran. Celle du grand-père que tu n'arrêtes pas de mentionner. Il a posé les sacs lentement. Elles sont dans l'entrepôt chez ta mère. Nous savions tous les deux que c'était un mensonge. Maman ne répondait même pas à mes appels. Encore moins garder des photos de famille pour nous. Elle ne me parle même pas, papa. Il a commencé à ranger les courses sans répondre. Arrête de me mentir à ce sujet. Le bébé a commencé à pleurer depuis son berceau et mon père s'est avancé vers elle. Je la prends, ai-je dit, bloquant son chemin. Il s'est détourné de moi au berceau, son visage avait l'air blessé, mais aussi coupable d'une certaine manière. J'ai pris le bébé et je l'ai serré dans mes bras pendant qu'elle pleurait, sentant son petit corps trembler contre le mien. Mon père est retourné ranger les courses sans rien dire de plus. La cuisine est soudainement devenue trop petite pour nous deux. Le reste de la journée s'est écoulé sans que nous parlions vraiment, nous contentant de faire les gestes pour nous occuper du bébé et faire les tâches. L'hôpital et la génétique. Cette nuit-là, pendant que je la nourrissais, j'ai remarqué qu'elle était chaude contre mon bras, plus chaude que d'habitude. J'ai touché son front et il était brûlant, ce qui m'a retourné l'estomac. Mon père s'est levé d'un bond quand je lui ai dit que nous devions aller à l'hôpital tout de suite. Il a conduit pendant que j'étais assise à l'arrière en la tenant, voyant son visage devenir rouge et sentant sa température à travers sa grenouillère. La salle d'urgence était pleine, mais ils nous ont vus rapidement quand j'ai mentionné son âge et sa température. L'infirmière a vérifié ses signes vitaux 3 fois, fronçant les sourcils devant les chiffres à l'écran. La pédiatre est entrée, l'air fatigué, jusqu'à ce qu'elle ouvre le dossier du bébé sur l'ordinateur. Puis tout son corps est devenu rigide. Elle a chuchoté quelque chose à l'infirmière à propos des dossiers prénataux, tout en nous regardant comme si nous n'allions pas le remarquer. Ils ont dit qu'ils devaient en faire des tests pour chercher une infection. Des choses standards, mais j'ai compté 8 flacons de sang qu'ils ont prélevés de son petit bras. Mon père faisait les 100 pas dans le couloir, à l'extérieur de notre chambre. Son téléphone collé à son oreille, se détournant quand je regardais à travers la fenêtre de la porte. Quand je lui ai demandé qui l'appelait à l'hôpital, il a dit que c'était le travail qui demandait le quart du matin, mais ses mains tremblaient quand il a rangé le téléphone. La fièvre du bébé est tombée d'elle-même après 3 heures. Aucun médicament n'a été nécessaire, mais le médecin a dit que nous devions rester la nuit pour l'observation, juste pour être sûrs. J'ai tenu le bébé pendant qu'il nous déplaçait dans une chambre à l'étage, passant devant 2 internes dans le couloir qui ont arrêté de parler quand ils nous ont vus. Plus tard, quand mon père est allé chercher du café, j'ai entendu ces mêmes internes devant notre porte parler de la façon dont le service de génétique voulait de nouveaux échantillons de notre cas. Mes mains ont commencé à transpirer pendant que je faisais semblant de dormir, les écoutant discuter des résultats ADN corrompus d'avant. Le lendemain matin, une femme a frappé à notre porte,
portant un gros dossier et avec un badge de l'hôpital qui disait « Gana Figueroa, conseillère en génétique ». Elle a tiré une chaise près de mon lit et a étalé des formulaires de consentement sur la table roulante, expliquant qu'il voulait faire des tests plus avancés sur moi et le bébé. Sa voix était calme et professionnelle pendant qu'elle passait en revue chaque formulaire, indiquant quels tests il ferait et pourquoi ils pensèrent que cela pourrait aider à comprendre les anomalies ADN. Elle a mentionné quelque chose appelé le chimérisme, où une personne peut avoir deux ensembles d'ADN dans son corps, ce qui pourrait expliquer pourquoi les tests originaux sont sortis corrompus. Contrairement aux autres médecins qui nous regardaient comme si nous étions des expériences scientifiques, Gianna semblait sincèrement perplexe, mais me traitait comme une vraie personne avec des sentiments. Elle a répondu à mes questions sans être condescendante, expliquant que le chimérisme se produit naturellement parfois lorsque des embryons jumeaux fusionnent au début de la grossesse. J'ai signé tous les formulaires, mais je lui ai dit que je voulais des copies de tout. J'en avais assez d'être tenue dans l'ignorance au sujet de mon propre corps et de la santé de mon bébé. Gianna a acquiescé et a écrit son numéro de portable direct au dos de sa carte de visite, disant que je pouvais l'appeler à tout moment avec des questions. Elle a été la première personne médicale à me donner un moyen de les contacter directement plutôt que de passer par le système hospitalier. Ils nous ont renvoyés chez nous cet après-midi-là avec des instructions de faire un suivi avec notre pédiatre, bien que le bébé semblait être complètement bien maintenant. Mon père nous a ramenés à la maison en silence, mais je pouvais voir le soulagement sur son visage quand nous sommes entrés dans le parking de l'appartement. Une fois à l'intérieur, il a continué à vérifier le bébé toutes les quelques minutes, debout au-dessus de son transat avec la même expression étrange qu'avant. Quand je lui ai demandé à quoi il pensait, il a juste dit « Elle est parfaite » et il est parti à la cuisine. La nouvelle normalité. 2 jours plus tard, j'étais en train de plier le linge quand on a frappé fort à notre porte, ce qui a fait sursauter le bébé dans son sommeil. L'assistante sociale des services sociaux était là avec son presse-papier, disant qu'elle avait besoin de faire une visite à domicile dans le cadre de l'enquête en cours. Elle a parcouru notre petit appartement, prenant des notes sur les arrangements de couchage, posant des questions directes sur la raison pour laquelle mon père vivait ici. Je suis restée calme, même si j'avais envie de lui crier dessus, lui montrant les dossiers médicaux du bébé de la visite à l'hôpital et le certificat de la classe de conseils parentaux que j'avais suivi. Elle a tout écrit, a vérifié le réfrigérateur pour de la nourriture, a regardé dans l'armoire de la salle de bain, a même demandé à voir où nous rangions les vêtements du bébé. Mon père est resté assis sur le canapé tout le temps, ne disant rien, mais observant chacun de ses mouvements avec la mâchoire serrée. Après 40 minutes de questions et d'inspection, elle est finalement partie, disant qu'elle soumettrait son rapport dans la semaine. Je me suis effondrée sur le canapé, me sentant complètement épuisée, réalisant que j'avais besoin de plus d'aide que mon père avec ses secrets et son comportement bizarre. Cette nuit-là, après que mon père se soit endormi, j'ai trouvé le numéro de Jessie Norton de la classe de conseils parentaux et je lui ai envoyé un message texte pour lui demander si son groupe de soutien se réunissait toujours. Elle a répondu en quelques minutes, disant qu'elle se réunissait tous les jeudis au centre communautaire et que j'étais la bienvenue pour les rejoindre. 3 jours plus tard, je suis allée en voiture à la réunion, laissant le bébé avec mon père, même si cela me rendait nerveuse. La pièce avait 8 chaises en cercle avec 4 autres femmes déjà là, toutes l'air fatiguées mais souriantes quand je suis entrée. Jessie m'a présentée à toutes, expliquant que c'était un espace sûr pour que les jeunes mères parlent de tout ce à quoi elles faisaient face. Je me suis assise et quand ce fut mon tour, j'ai juste dit que j'étais une mère célibataire qui faisait face à des problèmes familiaux, omettant toute l'histoire de la naissance virginale. Personne n'a insisté pour avoir plus de détails, elles ont juste hoché la tête comme si elles comprenaient. Et une femme s'est même penchée pour me serrer la main. Une autre femme de l'autre côté du cercle a commencé à parler de sa bataille pour la garde et a sorti un énorme classeur avec des onglets à code couleur pour chaque chose de son enfant. Elle a feuilleté les pages montrant les reçus de couches, les messages textes imprimés de son ex, des photos de chaque repas qu'elle cuisinait, et même des notes sur l'heure à laquelle le bébé se réveillait chaque nuit. Les autres femmes ont acquiescé comme si c'était tout à fait normal. Alors que j'étais assise là, réalisant que je n'avais rien noté d'autre que d'essayer de survivre chaque jour, elle a poussé le classeur vers moi et a montré les sections pour les dossiers médicaux, les déclarations de témoins et quelque chose appelé « journal de parentalité » qui documentait chaque étape importante. Mes mains étaient moites en regardant toute cette organisation. Mais quelque chose dans mon instinct m'a dit que je devais commencer à faire la même chose, surtout avec mon père agissant si bizarrement ces derniers temps.
Après la réunion, je suis allée directement au magasin de fournitures de bureau et j'ai acheté des classeurs, une étiqueteuse et un de ces porte-documents en accordéon qui avait l'air assez sérieux pour un tribunal. De retour à l'appartement, pendant que mon père donnait un biberon au bébé, j'ai commencé à prendre des photos de tout avec mon téléphone. Chaque reçu de la pharmacie, chaque boîte de lait maternisé, même les vêtements que je pliais. J'ai noté à quelle heure elle mangeait, combien d'onces, quand elle avait besoin d'être changée, et j'ai commencé une section juste pour le comportement étrange de mon père, comme les appels téléphoniques et les commentaires sur mon grand-père. Mensonges et vérité. Le lendemain matin, alors que j'étais en train d'organiser les factures médicales par ordre de date, mon téléphone a sonné et le nom de Brody est apparu à l'écran. Il m'a dit que Patty avait enfin reçu les documents du tribunal pour le test de paternité, mais qu'il avait d'abord refusé de les signer jusqu'à ce que l'huissier lui explique qu'il ferait face à des accusations d'outrage s'il ne s'exécutait pas dans les 30 jours. J'étais dans la cuisine quand mon père est entré depuis le salon, et il a dû entendre le nom de Patty parce que tout son visage a changé, et il a commencé à me demander pourquoi je perdais mon temps avec quelqu'un qui n'était manifestement pas impliqué. Sa voix est devenue plus forte que je ne l'avais entendue depuis qu'il avait emménagé, disant que je ne faisais qu'empirer les choses pour tout le monde en traînant Patty là-dedans, alors que nous savions tous les deux qu'il ne pouvait pas être le père. Le bébé a commencé à pleurer à cause du bruit, et mon père l'a prise, mais il a continué à me regarder avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant, comme s'il était en colère, mais aussi effrayé par quelque chose. Cette nuit-là, j'ai couché le bébé tôt et j'ai fait semblant de m'endormir sur le canapé pendant que mon père regardait la télévision. Mais en fait, j'écoutais et j'attendais. Vers 23h, il s'est levé et est allé à la salle de bain, fermant la porte doucement. Et puis j'ai entendu sa voix à travers les murs minces, basses et urgentes, comme s'il suppliait quelqu'un pour quelque chose. Je n'ai pas pu distinguer les mots exacts, mais le ton a serré mon estomac, surtout quand je l'ai entendu dire quelque chose qui ressemblait à « pas encore », avant que les toilettes ne se vident et qu'il ne ressorte. Le lendemain matin, j'ai dit à mon père que j'emmenais le bébé à son examen de 2 mois, et il s'est proposé de venir, mais je lui ai dit que j'avais besoin de faire des courses seule après. Chez le médecin, l'infirmière l'a pesé et a mesuré sa tête, et la pédiatre a écouté son cœur et vérifié ses réflexes, disant que tout semblait parfait pour son âge. Elle m'a montré la courbe de croissance où le bébé se trouvait en plein milieu de la normalité pour son poids et sa longueur, ce qui a rendu tout cela d'une certaine manière plus fou, parce que comment quelque chose d'aussi impossible pouvait-il produire un bébé aussi normal? J'étais assise dans la salle d'attente après avoir rempli les formulaires d'assurance quand j'ai levé les yeux et que je l'ai vu, le même gars au hasard du café qui avait prétendu être le père. Il était assis en face de moi avec une femme plus âgée qui aurait pu être sa mère. Et quand nos yeux se sont rencontrés, son visage est devenu blanc et il a attrapé le bras de la femme et l'a traîné vers la sortie. Mes mains ont commencé à trembler pendant que j'appelais Brody là-bas dans la salle d'attente, lui racontant ce qui venait de se passer pendant que d'autres parents me regardaient, pensant probablement que je faisais une sorte de crise. Brody a dit qu'il ajouterait cela au dossier de l'ordonnance de restriction et a mentionné que ce type avait déjà fait cela avec d'autres femmes qui avaient fait la une des journaux, se présentant à leur travail ou à leur domicile en prétendant être impliquées dans leur situation. Cela ne m'a pas fait me sentir mieux de savoir que ce n'était qu'un cinglé qui aimait l'attention, car cela signifiait que la vraie réponse était toujours là-bas, ce qui me donnait la chair de poule. 2 jours plus tard, Gianna a appelé pendant que mon père était à l'épicerie. Sa voix était excitée alors qu'elle expliquait « Mes résultats ADN sont revenus complètement normaux, sans aucun signe de chimérisme ni d'autres anomalies génétiques qui pourraient expliquer la grossesse. » Elle a dit que les résultats du bébé étaient toujours en cours de traitement, car ils avaient dû les envoyer à un laboratoire spécial avec un meilleur équipement, mais elle s'attendait à les avoir dans la semaine et m'appellerait dès qu'ils arriveraient. Puis, elle a mentionné quelque chose qui m'a fait m'asseoir brusquement sur le canapé, disant que le laboratoire original qui avait fait les tests prénataux avait déjà été cité pour des problèmes de contamination et qu'une action collective se formait contre eux. Elle m'a donné le numéro de l'avocat au cas où je voudrais me joindre, mais elle a dit que cela n'aiderait probablement pas à réparer ma réputation puisque tout le monde pensait déjà que je mentais ou que j'étais folle. Même ainsi, peut-être que je pourrais au moins récupérer de l'argent pour tous les tests qu'ils avaient regâchés. Ce soir-là, j'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches sur le laboratoire qui avait foiré mes tests prénataux. Leur site web avait l'air professionnel, mais les critiques racontaient une autre histoire. 3 autres femmes ont posté des messages sur des résultats corrompus l'année dernière. Toutes pendant les tests prénataux, et chaque cas a été classé comme une défaillance de l'équipement.
J'ai pris des captures d'écran de tout et j'ai créé un dossier sur mon bureau intitulé Preuves avant de chercher des avocats qui s'occupèrent de la discrimination à l'embauche. Les 2 premiers voulèrent de l'argent à l'avance, mais la troisième, une femme nommée Sandra qui travaillait dans un bureau dans un centre commercial, a accepté de me rencontrer gratuitement. Elle a parcouru mes papiers de licenciement et les emails de mon patron concernant les clients qui se sentaient mal à l'aise. « Nous avons une affaire », a-t-elle dit en tapotant son stylo sur le bureau. « Mais ces choses prennent des années et la compensation pourrait ne pas être énorme. J'ai quand même signé les papiers parce que c'était quelque chose, au moins une façon de me défendre. » Les factures continuaient de s'empiler sur le comptoir de ma cuisine. La formule et les couches dévoraient mes économies plus vite que je ne l'avais prévu. Je me suis assise à l'ordinateur à nouveau, remplissant les formulaires d'aide gouvernementale, chaque question me faisant me sentir plus petite. Il voulait en savoir sur le père, sur la pension alimentaire, sur la raison pour laquelle je ne pouvais pas travailler, et j'ai dû écrire « test de paternité en attente » encore et encore. Mon père m'a trouvé en train de pleurer sur la paperasse et il s'est proposé de prendre un 2e emploi de livreur de pizza le soir. Je lui ai dit de se concentrer sur ses rendez-vous de thérapie, qu'il avait sautés, selon les cartes de rendez-vous que j'avais trouvées dans la poubelle. Il a détourné le regard et a marmonné quelque chose à propos de la reprogrammation. La semaine suivante, au groupe de soutien dans le sous-sol de l'église, je berçais le bébé sur mon genou quand Jessie s'est penchée. « Ma sœur travaille dans le laboratoire de génétique », a-t-elle chuchoté. Elle a entendu parler de votre cas. Mon estomac s'est retourné parce que, bien sûr, tout le monde savait pour la fille de la naissance virginale. Jessie m'a tendu une serviette avec le numéro de sa sœur écrit dessus. « Elle veut aider », a-t-elle dit. J'ai appelé la sœur ce soir-là, après avoir couché le bébé, et elle a parlé doucement comme si elle avait peur d'être entendue. « Le directeur du laboratoire gère personnellement votre dossier maintenant », a-t-elle dit. « Ils n'ont jamais vu de modèle d'ADN comme ceux de votre bébé, mais elle est définitivement humaine, juste avec des marqueurs étranges qu'ils ne peuvent pas expliquer. » Elle a raccroché rapidement après cela, mais ces mots continuaient de se répéter dans ma tête. Mon bébé était humaine, complètement humaine. Pas un hybride extraterrestre comme les dingues des théories du complot sur Internet n'arrêtaient pas de le dire. Je l'ai serré plus fort cette nuit-là, lui chuchotant des excuses dans sa petite oreille pour avoir douté qu'elle était normale. La date du tribunal pour le test ADN de Patty est arrivée 2 semaines plus tard, un mardi matin pluvieux. Il s'est présenté avec ses parents et un avocat dans un costume qui coûtait probablement plus cher que mon loyer. Il ne me regardait pas, ni le bébé, gardant ses yeux sur son téléphone comme si nous étions contagieux ou quelque chose. Sa mère me lançait des regards sales pendant que son père parlait doucement à l'avocat. Le shérif nous a appelés dans une petite pièce où une infirmière attendait avec les kits de prélèvement. Elle a expliqué les règles de la chaîne de conservation, comment les échantillons seraient scellés et signés par tout le monde pour éviter les allégations de falsification. Patty y est allée en premier, ouvrant sa bouche pour l'écouvillon buccal pendant que sa mère le surveillait comme un faucon. Ensuite, ce fut le tour du bébé, et elle a commencé à pleurer à la seconde où l'infirmière a touché son visage avec l'écouvillon. La mère de Patty a marmonné quelque chose sur l'entrappement, assez fort pour que tout le monde l'entende. L'infirmière a tout scellé dans des sacs spéciaux avec du ruban inviolable, pendant que nous signions tous des formulaires confirmant que nous avions assisté au prélèvement. L'ensemble de la chose a pris peut-être 20 minutes, mais cela a semblé des heures avec tout le monde me regardant comme si j'essayais de piéger leur précieux fils. Mon père attendait sur le parking, le moteur allumé, et il a insisté pour nous ramener à la maison, même si j'avais ma propre voiture là-bas. Il était silencieux tout le long du chemin, regardant juste la route pendant que le bébé se plaignait dans son siège auto. Quand nous sommes arrivés à mon appartement, j'ai mentionné que les résultats prendraient 2 semaines. « Je sais », a-t-il dit, sans me regarder dans les yeux, et quelque chose dans la façon dont il l'a dit m'a donné la chair de poule. Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un message texte de ma mère, le premier depuis des mois, demandant juste si le bébé était en bonne santé. Je suis restée là, à regarder l'écran pendant 1 minute entière avant de répondre qu'elle était parfaite et d'attacher une photo que j'avais prise d'elle ce matin-là, endormie dans son berceau. 3 points sont apparus et ont disparu 5 fois avant qu'un seul emoji cœur n'arrive. Le plus petit signe possible que peut-être elle s'adoucirait. J'ai immédiatement pris une capture d'écran, preuve que ma propre mère ne nous avait pas complètement rejetés. Le lendemain matin, pendant que je changeais la couche du bébé, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas.
La défenseure des victimes du palais de justice a expliqué que l'étranger, qui avait prétendu être le père, avait violé son ordonnance de restriction en se présentant à la clinique où j'avais été vue. Ils émettaient un mandat d'arrêt, mais elle m'a averti qu'il ne recevrait probablement qu'une amende, à moins qu'il ne fasse quelque chose de pire. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, puis j'ai revérifié toutes les serrures de la porte de notre appartement. Pendant les jours suivants, je me suis concentrée sur la création de routines avec le bébé, désespérée d'avoir une sorte de normalité dans tout ce chaos. Je me réveillais à 6 heures pour sa première tétée, puis du temps sur le ventre sur la couverture que mon père avait achetée pendant que je mangeais des toasts. Elle avait maintenant commencé à sourire, ces petits sourires qui me faisaient mal à la poitrine tellement je l'aimais. Chaque sourire se sentait comme une preuve pour tous ceux qui pensaient que je devrais la donner en adoption que nous appartenions ensemble. J'ai pris des photos de chacun d'eux, construisant des preuves que j'étais une bonne mère, malgré tout. Le jeudi après-midi, Gianna a appelé pendant que le bébé faisait la sieste, sa voix excitée au lieu du ton professionnel habituel. Elle voulait planifier un autre rendez-vous pour examiner les résultats génétiques complets du bébé, mentionnant quelque chose sur la possibilité de publier une étude de cas si je consentais. J'ai accepté d'y aller le lundi, curieuse de ce qui la rendait si intéressée. Lorsque le lundi est arrivé, mon père a insisté pour nous conduire même si j'avais ma propre voiture. Gianna nous a rencontrés dans la salle d'attente du service de génétique, débordant pratiquement d'énergie alors qu'elle nous conduisait dans une salle de consultation. Elle a étalé des graphiques et des diagrammes sur la table, pointant des séquences que je ne comprenais pas, tout en expliquant que le bébé avait des marqueurs génétiques inhabituels, suggérant une mutation rapide dans certaines zones. Rien de nocif, n'arrêtait-elle pas de souligner, juste différent d'une manière qu'il n'avait jamais documentée auparavant. Elle a émis l'hypothèse que cela pourrait être une sorte d'adaptation évolutive, bien qu'elle ne puisse pas dire exactement à quoi. La fascination scientifique dans sa voix ne m'a pas dérangée autant que je l'avais prévu. Au moins, quelqu'un voyait ma fille comme spéciale, plutôt que comme la preuve que je mentais ou que j'étais folle. Elle a de nouveau demandé à propos de la publication, promettant de garder toutes les informations d'identification privée, et j'ai signé les formulaires de consentement. 2 semaines plus tard, mon père m'a accompagnée à la prochaine audience de garde, tous deux dans nos plus beaux vêtements pendant que le bébé portait la petite robe que ma mère avait envoyée. Les services sociaux ont présenté leur rapport mensuel au juge, notant une amélioration de la stabilité, mais exprimant une préoccupation continue concernant les circonstances inhabituelles et les diverses enquêtes. L'assistante sociale n'arrêtait pas de me regarder pendant qu'elle lisait, comme si elle attendait que je m'effondre ou quelque chose. La juge, une femme plus âgée avec des yeux gentils, a semblé compatissante en parcourant la paperasse. Elle m'a félicitée pour avoir terminé les cours de parentalité et maintenu un logement stable. Mais ensuite, son expression est devenue sérieuse. Toute accusation criminelle liée à de fausses déclarations ou à une fraude pourrait affecter la garde, a-t-elle averti, me regardant droit dans les yeux. Je me suis mordu la langue si fort que j'ai senti le goût du sang, voulant crier que je n'avais rien fait de mal, peu importe ce que tout le monde pensait. La main de mon père a trouvé la mienne sous la table, serrant doucement. Après être sorti du palais de justice, mon père a suggéré que nous nous arrêtions pour de la crème glacée, même s'il était à peine midi. Pendant que je donnais au bébé de petites bouchées de vanille de mon cornet, il a soulevé l'idée de déménager dans un nouvel endroit une fois que tout serait réglé. Un nouveau départ où personne ne connaîtrait notre histoire, a-t-il dit, me regardant attentivement. L'idée était tentante, une chance d'élever ma fille sans chuchotement ni regard, mais cela ressemblait aussi à fuir les réponses dont j'avais encore besoin. Je lui ai dit que j'y penserais. Cet après-midi-là, pendant que le bébé faisait sa 2e sieste, mon téléphone a sonné avec le numéro de Brody. Sa voix était urgente lorsqu'il m'a annoncé une nouvelle choquante à propos de l'étranger qui avait revendiqué la paternité au café. La police l'avait arrêté pour harcèlement dans une autre affaire. Et quand ils ont fouillé son appartement, ils ont trouvé des preuves qu'il avait harcelé plusieurs femmes impliquées dans des grossesses médiatisées. Il avait des carnets remplis de détails sur des cas qui avaient fait la une des journaux, s'entraînant à raconter des histoires sur le fait d'être le père. Mon cas était là avec des notes sur mon emploi du temps et des articles imprimés sur les allégations de naissance virginale. Brody a dit que cela aiderait considérablement ma crédibilité, surtout avec l'affaire de garde. Même l'assistante sociale des services sociaux devrait admettre que le harcèlement n'était pas de ma faute ou une sorte de délire que j'avais créé. C'était une petite victoire, mais j'accepterai tout ce qui est positif à ce stade. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé mon père au travail pour lui dire, et son soulagement était évident, même au téléphone,
peut-être que les choses commençaient enfin à s'améliorer, ne serait-ce qu'un peu. L'assistante sociale a appelé 2 jours plus tard et elle a en fait semblé différente au téléphone. Moins froide et plus comme une personne normale. Elle a dit que le rapport de police sur le harceleur aidait mon cas et qu'elle mettait à jour ses notes pour refléter que le harcèlement n'était pas quelque chose que j'avais inventé ou causé. 3 jours de plus se sont écoulés avec mon père et moi qui tombions dans notre routine bizarre de nous occuper du bébé tout en évitant de parler de quoi que ce soit de réel. Le jeudi matin, je donnais à manger au bébé quand j'ai entendu le camion du courrier à l'extérieur et quelque chose m'a poussé à vérifier immédiatement. Il était là, une enveloppe de courrier certifié qui nécessitait ma signature et je savais avant de l'ouvrir ce que cela devait être. Mes mains tremblaient en signant et en la ramenant à l'intérieur, où mon père faisait semblant de laver la même assiette pour la 3e fois. L'adresse de l'expéditeur était le laboratoire et l'enveloppe était plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être, comme si elle portait le poids de tout ce qui s'était passé. Je me suis assise à la table de la cuisine et je l'ai ouverte pendant que mon père me tournait le dos, mais je pouvais voir ses épaules tendues. La lettre d'accompagnement avait beaucoup de langage juridique. Mais je suis passée à la page des résultats, et c'était là en noir et blanc. Probabilité de paternité 99,9% correspondant à Patrick James Sullivan, qui était le nom complet de Patty que j'avais presque oublié. Mon cerveau ne pouvait pas traiter ce que je lisais, parce que nous n'avions jamais eu de relation sexuelle. Pas une seule fois, même pas proche. Je l'ai lu 3 fois de plus et les chiffres n'ont pas changé. Ils sont restés là, étant impossibles sur le papier à en-tête officielle. Mon père s'est retourné et a vu mon visage et il s'est approché pour lire par-dessus mon épaule. Ses sourcils se sont levés, mais il n'a rien dit. Il a juste posé sa main sur mon épaule pendant que je regardais le papier. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé le numéro direct de Gianna qu'elle m'avait donné à l'hôpital. Elle a répondu au 2e coup de fil, et j'ai simplement lâché que les résultats montraient que Patty était le père, mais que c'était impossible. Elle est restée silencieuse pendant un moment, puis a demandé si nous avions déjà été intimes d'autre manière, même sans avoir de relations sexuelles réelles. J'ai senti mon visage chauffer en parlant de ces choses, mais je lui ai dit que oui, nous avions fait d'autres choses, mais que nous avions toujours été prudents de ne pas aller jusqu'au bout. Elle a expliqué que le pré-éjaculat pendant un contact intime pouvait rarement causer une grossesse, comme une fois sur 1 million, mais que cela arrivait. Le terme médical était « conception par éclaboussure » ou quelque chose comme ça, et tout s'est soudainement mis en place. Toutes ces fois où nous avions joué, mais nous étions arrêtés avant les relations sexuelles réelles, étant si prudents, mais apparemment pas assez. Le soulagement m'a frappé si fort que j'ai commencé à pleurer tout en tenant le téléphone. Gianna a continué à parler de la façon dont c'était inhabituel, mais pas impossible, citant une étude en Europe où ils avaient documenté des cas similaires. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché et je me suis juste assise là, tenant le bébé pendant que les larmes coulèrent sur mon visage. Mon père est venu et nous a serrés toutes les deux dans ses bras, et je l'ai entendu chuchoter qu'il savait qu'elle était censée être ici. Nous sommes restés comme ça pendant quelques minutes, jusqu'à ce que le bébé commence à se plaindre et ait besoin d'un changement de couche. J'ai pris une photo des résultats avec mon téléphone et je les ai transférés à l'avocat de Patty avec une demande formelle de pension alimentaire pour enfants. L'avocat m'avait donné son email lors du prélèvement d'ADN et m'avait dit de le contacter lorsque les résultats arriveraient. Je n'ai pas écrit grand-chose, juste que les résultats étaient joints et que je demandais un soutien financier selon les directives établies par l'État. Le montant ne serait pas énorme puisque Patty était toujours à l'école, mais il s'agissait pour lui de reconnaître sa fille maintenant, pas de l'argent. Dans l'heure qui a suivi, l'avocat de Patty a répondu par email, confirmant la réception et disant que son client aurait besoin de temps pour examiner les résultats. 2 jours plus tard, Brody a appelé, disant que Patty voulait se rencontrer pour discuter des arrangements de coparentalité maintenant que la paternité était établie. J'ai accepté, mais j'ai dit à Brody que je voulais que ce soit à son bureau avec les 2 avocats, pas dans un café où les choses pourraient mal tourner. Nous l'avons programmé pour le mardi suivant à 14h, quand mon père pourrait s'occuper du bébé. Le jour de la réunion est arrivé, et j'ai mis ma plus belle tenue qui me convenait encore, et j'ai essayé d'avoir l'air soigné, même si j'avais été réveillée toute la nuit avec le bébé. Patty était déjà là quand je suis arrivée, assis à côté de son avocat et regardant son téléphone. Il a levé les yeux quand je suis entrée, et son visage était difficile à lire. Il n'était plus en colère, mais pas heureux non plus. Son avocat a commencé à parler de la façon dont c'était une situation inhabituelle, et que tout le monde devait être raisonnable.
Patty a finalement parlé et a dit qu'il était désolé de ne pas m'avoir cru et pour la façon dont il s'était comporté. Il a dit que toute l'affaire était si impossible à comprendre et qu'il avait mal réagi, mais qu'il acceptait les résultats. Il a sorti un morceau de papier et l'a glissé sur la table, un relevé bancaire qui montrait qu'il avait déjà mis en place des paiements mensuels automatiques. Le montant était petit, seulement 200 $, mais il a dit qu'il augmenterait lorsqu'il obtiendrait son diplôme et un vrai travail. Il a également dit qu'il n'était pas prêt à être un vrai père pour le moment. Il avait besoin de temps pour tout assimiler, mais il honorerait ses obligations financières. J'ai regardé le papier puis lui, et j'ai réalisé à quel point j'étais fatiguée de me battre pour tout. Je lui ai dit que j'acceptais ses conditions et que nous pourrions reparler de la parentalité réelle plus tard s'il le voulait. Les avocats ont rédigé un accord de base que nous avons tous deux signé, et Patty est partie sans rien dire de plus. Brody a dit que j'avais fait la bonne chose et que Patty pourrait changer d'avis éventuellement une fois que le choc serait passé. La semaine suivante, j'ai eu une autre réunion avec les services sociaux pour leur examen final de mon cas. L'assistante sociale avait tous mes documents étalés sur son bureau, y compris les résultats de la paternité et l'accord de garde. Elle a tout examiné attentivement, puis m'a regardé avec un vrai sourire sur son visage. Elle a dit qu'elle n'avait jamais rien vu de tel dans une affaire en 20 ans, mais que toute la documentation concordait. L'enquête était officiellement clôturée et elle recommandait qu'aucune autre action ne soit nécessaire. Elle a même dit « bonne chance avec le bébé » en partant, ce qui a semblé un petit miracle après tout. L'avocat du travail a appelé 2 jours plus tard, disant que mon ancien patron voulait régler à l'amiable au lieu de faire face à des accusations de discrimination. L'offre n'était pas énorme, seulement 15 000 $ plus une lettre de référence neutre, mais cela couvrait 3 mois de factures médicales et me donnait un répit. J'ai signé les papiers dans son bureau pendant que le bébé dormait dans son porte-bébé, regardant ma signature trembler un peu à cause de l'épuisement. Mon père est venu nous chercher après, et sur le chemin du retour, il se raclait la gorge comme s'il voulait dire quelque chose d'important. Finalement, à un feu rouge, il s'est tourné vers moi et a dit que les appels venaient de son frère, Frank, dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Frank avait appelé au sujet de quelque chose de génétique dans notre famille, quelque chose sur des femmes ayant des grossesses étranges. Mais mon père l'avait coupé il y a des années pour des problèmes d'argent. Il a commencé à pleurer là, dans la circulation, disant qu'il aurait dû me le dire plus tôt, mais qu'il avait peur que je pense que notre famille était maudite ou quelque chose comme ça. Je me suis penchée et j'ai serré sa main parce que, honnêtement, après tout ce qui s'était passé, apprendre que j'avais un oncle avec une rancune semblait assez mineur. Nous sommes arrivés à la maison et je lui ai dit qu'il pouvait rester tant que nous étions honnêtes l'un avec l'autre à partir de maintenant. Plus de secrets sur rien. Il a hoché la tête et a promis de rappeler Frank, peut-être pour obtenir de vraies réponses sur cette chose génétique dont il avait parlé. La semaine suivante, Jessie du groupe de soutien a organisé une petite fête dans son appartement pour célébrer le fait que j'avais gardé la garde. 5 femmes sont venues avec du gâteau et des vêtements pour bébé. Toutes des mères célibataires qui comprenaient ce que c'était de se battre contre le système. Jessie m'a prise à part et a proposé de garder le bébé chaque fois que je commencerais à chercher du travail. Elle a dit que sa fille était maintenant assez grande pour aider et qu'elle aimait les bébés. Ces femmes étaient redevenues plus une famille que ma vraie famille, se présentant lorsque tout le monde avait disparu. Gianna a envoyé un email avec un fichier PDF joint de son étude de cas publiée sur ma grossesse. Tous les noms avaient été changés pour protéger la vie privée. Le lire était étrange, évidemment, voyant mon cauchemar transformé en langage médical sur la conception spontanée par transfert de matériel génétique minimal et les facteurs de contamination du laboratoire. Elle a décrit le tout comme une tempête parfaite d'événements à faible probabilité. Rien de surnaturel, juste de la malchance avec le timing et les erreurs de laboratoire. L'étude de cas m'a donné une certaine clôture, comme si la science admettait enfin que des choses bizarres se produisent sans que personne ne soit fou ou menteur. 3 semaines plus tard, Brody a appelé pour un poste de saisie de données qu'un de ses clients avait besoin de pourvoir. Travail à domicile, 20 $ de l'heure. Ce n'était pas un salaire incroyable, mais je pouvais le faire pendant que le bébé faisait la sieste et reconstruire lentement mon compte d'épargne. J'ai commencé le lundi suivant, installant mon ordinateur portable sur la table de la cuisine pendant que mon père emmenait le bébé en promenade. Le travail était ennuyeux, saisir des réclamations d'assurance toute la journée, mais l'ennui faisait du bien après des mois de chaos et de drame. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette première échographie qui a détruit ma vie, et maintenant j'avais une routine qui se sentait presque normale.
Mon père préparait le dîner pendant que je travaillais. Nous nous relayions pour les tétés de nuit, et lentement le bébé a commencé à dormir pendant de plus longues périodes. Puis, un mardi après-midi, ma mère s'est présentée à la porte avec un sac de courses et regardant partout sauf moi. Elle a soulevé le bébé d'une manière super maladroite, comme si elle avait oublié comment en tenir un. Mais j'ai vu ses yeux s'embuer quand le bébé a attrapé son doigt. Elle ne s'est pas excusée ni n'a expliqué pourquoi elle m'avait abandonnée, elle a juste commencé à ranger les courses et à demander si j'avais des vêtements qui avaient besoin d'être lavés. Nous avons travaillé en silence, elle pliant de petites grenouillères pendant que je nourrissais le bébé, toutes les deux faisant semblant que c'était totalement normal. Elle est restée 3 heures, a tenu sa petite fille, a apporté plus de courses de sa voiture, puis est partie, disant qu'elle reviendrait la semaine suivante. Après qu'elle soit partie, je me suis assise dans la chambre du bébé, la regardant juste dormir dans le berceau que mon père avait assemblé le mois dernier. L'appartement était petit mais propre. Les factures étaient payées et nous avions une routine qui fonctionnait, même si elle n'était pas parfaite. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, les accusations, l'abandon, les étrangers qui prétendaient être le père, les tests ADN qui n'avaient aucun sens. La vérité s'est avérée être stupidement simple, juste de la biologie bizarre et des erreurs de laboratoire. Mais il a fallu la destruction de toute ma vie pour y arriver. Le bébé a bougé dans son sommeil, faisant ces petits bruits qui m'émerveillaient encore. Complètement inconsciente du chaos qu'elle avait causé juste en existant. En regardant son visage paisible, entouré par la vie stable que nous avions construite à partir de rien, j'ai su que nous allions nous en sortir, peu importe ce qui arriverait ensuite. Le mystère médical était résolu, les affaires juridiques étaient gérées, et même ma famille se remettait lentement ensemble à sa manière désordonnée. Nous n'étions pas une famille parfaite d'un film, juste 3 générations qui s'en sortaient au jour le jour. Mais c'était suffisant pour l'instant. Eh bien, c'est tout pour l'instant. Merci d'être simplement là et d'explorer tous ces détails curieux avec moi. J'aime toujours partager ce temps avec toi.